Moi je m'appelle Héloïse, je suis directrice de l'association EFATA et je gère du coup la friperie et le café solidaire, accompagnée d'une vingtaine de bénévoles, stagiaires et services civiques. Ok, super. Alors on avait quelques petites questions pour vous du coup. Déjà la première ce serait qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer cette association magasin à but non lucratif? Donc c'est pas moi qui ai créé l'association elle a 20 ans. Ok, Le président, quand il a ouvert cette association, c'était d'abord le projet du café solidaire qui l'intéressait. Ce qu'il voulait, c'était proposer des repas aux personnes en précarité sur un modèle qui soit un peu participatif, que chacun vienne donner main forte, que ce soit au niveau de la préparation du repas ou même d'aller faire les courses, pour entretenir le lieu, débarrasser, faire un petit peu la vaisselle avant de repartir. Et également ensuite, ceux qui l'auraient souhaité pouvaient aider à la gestion du vestiaire. Donc au début on appelait ça un vestiaire, ça ressemblait pas à une boutique, c'était beaucoup plus informel, avec un public ciblé chez les personnes vraiment précaires. Et c'était possible du coup, en tant que bénéficiaire du café, d'être à la fois bénéficiaire et bénévole. Ce lieu, il avait vraiment pour but de redonner de l'autonomie aux personnes qui étaient souvent éloignées de l'emploi, en situation d'isolement, de précarité, mais je parle aussi de précarité sociale, donc c'est vraiment très peu de relations avec les autres ou des relations qui n'ont pas pas très qualitatives ou qui n'ont pas beaucoup de sens. Donc c'était une manière de recréer un lieu où on se sent acteur, on a l'impression de participer à un projet, donc pour revaloriser l'estime de soi. Au fur et à mesure des 20 ans, c'est beaucoup transformé, au gré des besoins, des demandes, des niveaux d'engagement des uns et des autres. Et là, au fur et à mesure, le vestiaire a pris une importance plus importante dans le projet, parce qu'il y a eu une vraie demande sur le vêtement de seconde main, qui s'est aussi, on va dire, ouvert à un public plus diversifié. Donc les efforts ont été fournis au niveau notamment de l'aspect de la boutique, créer vraiment une boutique qui donne envie. Donc il y a des travaux qui ont été faits, je crois, en 2016 ou peut-être 2018. Et ça a changé la façon de présenter les vêtements. Les prix n'ont jamais changé, on est resté vraiment toujours sur des prix très solidaires, mais la façon de les mettre en valeur, ça a fait rentrer la notion de plaisir en plus de la notion de nécessité. Les gens qui venaient au début à l'épicerie, tout au début c'était une épicerie, c'est pour ça. Les gens qui venaient à la friperie solidaire au début venaient par besoin, par nécessité, et de plus en plus les gens commençaient à venir par plaisir. On a eu envie de développer en fait cet environnement bienveillant où on est là aussi pour prendre soin de soi, on est là pour se faire plaisir. On est là soit parce qu'on l'a choisi, de plus en plus les gens choisissent la seconde main et privilégient la seconde main locale à petit prix. Et il y a des gens qui n'ont pas le choix, leur budget ne leur permet pas de toute façon de s'habiller ailleurs. Quelle que soit la raison qui nous amène à venir ici, ce qu'on veut c'est que les gens ils soient là pour se faire plaisir, prennent soin d'eux, qui repartent avec le sourire aussi. On aime bien discuter, s'assurer que les personnes vont bien, voir si on peut les aider d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un lieu qui est pas juste un commerce, c'est vraiment un lieu de sociabilité au sein du quartier. Donc c'est beaucoup ça c'est ça ce pourquoi on se bat aujourd'hui, pour garder cette âme-là au sein de la boutique. Ok, super, super. Qu'est-ce que vous suggériez aux gens avant de jeter un vêtement comme solution si ça peut être fait? Déjà ça dépend de l'état du vêtement. Si le vêtement il est en bon état, déjà c'est qu'il soit propre. C'est juste ça paraît évident, mais on reçoit aussi des vêtements qui malheureusement malgré nos demandes ne sont pas forcément lavés avant d'arriver ici. C'est très important qu'ils le soient quand même. Donc laver le vêtement, vérifier s'il est en bon état. S'il est en bon état, vaut mieux le donner. Donc soit on sait à qui le donner directement. Je trouve très bien par exemple les vide-dressing entre amis par exemple. Ça se fait, ça peut être vraiment un moment de sociabilité sympa avec des gens qu'on connaît même ou qu'on connaît par différents degrés. On peut venir les donner dans une friperie solidaire de quartier. Généralement ça a plus de chances de retrouver une deuxième vie que quand c'est mis en borne de collecte.
Donc ça, c'est vraiment pour les vêtements qui seraient encore en bon état, qui peuvent être portés tels quels. Alors ensuite, si le vêtement il est de bonne qualité, mais qu'il est abîmé, voir si la réparation ne serait pas envisageable. Ici, on travaille avec une retoucheuse, donc elle répare beaucoup de vêtements ou elle réajuste au niveau des tailles pour vraiment des petits prix. Donc si en plus on a un vêtement qu'on a payé, soit on l'a payé vraiment très cher, ça vaut le coup de le réparer en mettant un tout petit budget, ou même on l'a acheté pas très cher, mais il y avait un petit défaut où la jupe, je sais pas, est un petit peu grande, on l'a fait réajuster pour 5 euros. On a une jupe qui nous ici coûte 4 euros, pour 5 euros on l'a fait réajuster. Pour 9 euros, ça nous fait une jupe qui nous va parfaitement. Donc ça peut être aussi une solution. Donc c'est de faire réparer par des personnes si on ne sait pas le faire soi-même. Des fois, c'est pas grand-chose. Recoudre un bouton, ça prend un peu le petit coup de main au début, mais ça se fait assez facilement. Donc réparer si c'est possible. Pourquoi pas customiser un petit peu si c'est un vêtement qui est en bon état, mais qu'on trouve un petit peu ennuyeux. Typiquement, changer les boutons en mettant des boutons un peu fantaisie ou colorés. Je sais pas, rajouter une petite poche dessus. Un peu voilà. Tout ce qui est du domaine de l'upcycling, exactement. De transformer. L'upcycling, c'est vraiment l'étape, je pourrais dire un peu après. C'est une transformation un peu plus en profondeur. Enfin, moi, je le vois comme ça, un peu plus en profondeur du vêtement. Ça va être par exemple une chemise qui va être transformée en sac. Donc on est vraiment sur une transformation plus globale qui demande un peu des compétences. Savoir que ces compétences, elles peuvent s'apprendre déjà. Oui. Nous ici, on a ce projet de développer des ateliers autour de ça pour apprendre aux personnes à upcycler leurs vêtements. Mais il y a pas mal de structures qui existent sur l'île qui le font déjà. Et voir en fait toujours que dans un vêtement, c'est quand même un potentiel de matière première. Donc si on trouve des idées de comment la transformer, si on connaît des personnes, des créateurs qui font de l'upcycling, on peut les contacter parfois par les réseaux sociaux, leur demander si ça les intéresse de récupérer. Souvent c'est sûr, il y a des volumes un peu importants. Donc généralement il y a tout un cheminement avant que vraiment le vêtement il ne vaille plus rien. Donc ça dépend de la qualité et de l'état du vêtement quand même. Et vous pensez que la génération Z, notre génération, la future génération, peut changer la mode durable ? Si c'est pas votre génération qui le fait, je vais voir pas qui. Donc oui, vraiment. Déjà, je trouve qu'il y a déjà un état d'esprit nouveau par rapport à ça. Il y a une revalorisation de la seconde main. Je vais dire sur le côté un peu, comment dire, un peu, même en termes de posture sociale. C'est plus négatif de porter de la seconde main. Oui, c'est à la mode maintenant. Exactement. Il y a ce phénomène-là. Mais c'est la mode, mais c'est pas une tendance. Je pense que c'est vraiment une mode qui s'inscrit dans quelque chose de long, en fait. Enfin, je sais pas la mode de la tendance. Et justement, la tendance, elle est presque à l'absence de tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le style vestimentaire, on affirme sa personnalité beaucoup plus qu'on essaie de ressembler à des modèles préexistants. Donc il y a quelque chose de cette originalité qui s'assume, qui est très compatible avec la seconde main. Parce que l'avantage de la seconde main, c'est qu'on retrouve toutes les tendances passées présentes, donc, et peut-être même futures, vu que c'est cyclique. Donc on peut jouer avec ça, on peut créer des styles complètement décalés. Et il y a vraiment c'est vraiment un projet de mode carrément d'être en dehors des codes, de les casser, de les réinventer, d'être décalé. Je trouve que ça s'inscrit vraiment bien dans l'air du temps. Il faut continuer parce que ça se voit beaucoup, on le met en avant. C'est quand même pas partagé par tout le monde. Il y a encore beaucoup d'a priori, même dans vos générations, dans les générations un peu plus jeunes aussi que vous. Récemment, je travaille avec des lycéens. Ils m'ont dit que c'est très bien la seconde main pour la planète et tout, mais eux, ils veulent pas mettre un vêtement qui a déjà été porté. Donc là, il y a un peu un travail, je pense, de pédagogie ou de sensibilisation à faire autour de ça, en expliquant que déjà un vêtement qui a déjà été porté, à partir du moment où il est lavé, il est propre. Que les vêtements neufs en magasin, ils sont pas forcément propres, déjà parce qu'ils sont essayés sur place, voilà. Parce qu'ils ont beaucoup voyagé, on ne connaît pas toujours les conditions dans lesquelles ils ont voyagé. Ils ont été traités avec beaucoup de produits chimiques. Voilà. Et puis derrière, bien sûr,
de toute façon, ce frein-là de se dire avec mon déjà porté, mais bon, ça m'a... Quelque part, je pense que quand on devient vraiment conscient de l'urgence du problème et de la masse du problème, cette quantité qui est un peu limite, mais d'ailleurs quand on s'y confronte vraiment, quand on s'y intéresse beaucoup, c'est même un peu écœurant, un peu démotivant, parce qu'on se dit mais nous, au niveau local, est-ce qu'on va vraiment faire la différence? C'est tellement une petite échelle, voilà, par rapport à un problème qui est global. Mais finalement, c'est la petite pierre à l'édifice. Exactement. Comment... Et puis qu'est-ce qu'on peut changer si ce n'est nous-mêmes, notre façon de consommer. Et donc, bon, on peut se dire au début, ouais, j'ai pas trop envie, le vêtement, tout ça, mais quand on a conscience du problème, je pense que ce frein-là, on finit par le laisser derrière nous et par s'intéresser vraiment à ce que proposent. Surtout que les friperies, ça se développe énormément. Donc maintenant, il y a beaucoup de choix, toutes catégories confondues, des prix très variables aussi. Bon, on a un peu l'embarras du choix, c'est beaucoup plus facile qu'avant de trouver des choses qui nous plaisent et qui nous conviennent en friperie. Ok. Et est-ce que vous souhaitez nous partager d'autres choses qui, selon vous, pourraient aider les autres à atteindre leurs propres objectifs en matière de développement durable ou d'autres choses sur la boutique que vous voulez partager? Deux choses différentes. De façon générale, l'importance de s'informer et de se réinformer régulièrement. On est pris dans notre quotidien, les solutions éco-responsables, elles ne sont pas toutes à portée de main, même s'il y en a un peu plus, ça demande quand même un petit travail de recherche, de changement d'habitude, qui parfois n'est pas tout à fait compatible aussi avec nos contraintes du quotidien. Donc il ne faut pas se frustrer non plus. Si on fait ce qu'on peut, c'est déjà bien. Mais en se resensibilisant régulièrement, des petites piqûres de rappel, ça évite que nos mauvaises habitudes reviennent. Et ce n'est pas des mauvaises habitudes qui sont là par hasard. On n'est quand même pas dans une société qui est éco-responsable du tout. Donc faut aller un petit peu à l'encontre du grand mouvement. Donc ça demande un effort et parfois il faut se motiver un petit peu là-dedans. Et puis en s'informant, on trouve plus facilement après des solutions. Et parfois des solutions proches de chez soi. Plus simple ensuite pour intégrer ça dans son quotidien. Donc ça, c'est pas mal. À tout niveau, je dirais, hein, pas que pour le vêtement, pour pas mal d'autres choses. Et nous, au niveau de la boutique, c'est dire qu'on est une association, on n'est vraiment pas qu'une boutique. La boutique, c'est notre vitrine, on adore la faire. On aime parce qu'on y rencontre aussi beaucoup de personnes, mais notre but, c'est vraiment de pouvoir recréer des moments de sociabilité, de s'enrichir les uns et les autres, les unes les autres. Donc, à travers notamment les ateliers, en 2024, on va essayer d'en proposer de plus en plus, des ateliers d'initiation à la couture, justement, pour apprendre à réparer soi-même, des ateliers sur l'upcycling, des choses parfois très très simples qui demandent vraiment aucune compétence en couture et pas non plus une machine à coudre, donc après des choses qu'on peut prendre l'habitude de faire chez soi, des ateliers ludiques, des ateliers autour aussi des pratiques un peu artistiques, créatives, parce que finalement tout se rejoint à partir du moment où on apprend à faire soi-même et on prend le goût du faire soi-même. Ça ouvre beaucoup de possibilités, ça développe la créativité et en groupe ça se fait très bien, surtout en petit groupe. Ça fait du bien, on prend un café, on papote. Ça peut ressourcer aussi un petit peu, on a envie d'être un lieu ressource en fait. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Comme on est une association, on est ouvert sur les gens, il ne faut pas hésiter à venir aussi nous faire des demandes ou nous proposer des ateliers, proposer de l'aide pour animer des événements, des thèmes. On est vraiment ouvert aux suggestions. De toute façon, l'effort, il se fait ensemble, quoi. Ok. Super, merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Donc voilà.